Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Alexandre Perra, délégué général de la fondation d'entreprise EDF, qui vient d'ouvrir à Marseille l'exposition âme verte des artistes pour sensibiliser, positiver autour des relations entre l'humain et la nature. Dans notre débat, on va parler du marché des crédits carbone et des crédits biodiversité que la ministre de la Transition écologique vient de relancer. Et puis dans notre rubrique Start-up, vous découvrirez les soins naturels et bio de la marque La Rêverie, destinée aux femmes enceintes et aux bébés. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Alexandre Perra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes délégué général de la fondation d'entreprise EDF et vous lancez une exposition qui s'appelle âme verte à Marseille, dont on va longuement parler. Mais je veux bien que vous nous présentiez cette fondation pour démarrer, depuis quand elle existe, puis quel est son rôle, sa mission. Oui, alors c'est une fondation qui a presque 40 ans, c'est une fondation d'entreprise, donc très proche du groupe EDF, qui nous finance, avec un budget de 10 millions par an, et qu'on met au service de la transition écologique et sociale. Alors, sur 2 aspects. D'abord, permettre à chacun, jeune ou moins jeune, de trouver sa place dans cette transition écologique et sociale, en développant son potentiel, en faisant valoir son talent pour construire le monde de demain. Et pour ça, on aide des associations à lever les freins sociaux, les freins économiques, les freins géographiques, quand on n'est pas né au bon endroit, ou même le handicap, pour permettre justement, par l'éducation et la formation, la libération du talent. Ça, c'est le premier enjeu de la fondation EDF. Et puis, il ne suffit pas que chacun puisse embarquer, il faut aussi qu'on embarque ensemble dans la transition écologique et sociale, qu'on puisse s'interroger dans un monde qui est de plus en plus polarisé, fragmenté socialement, être capable de dessiner un chemin commun, on voit que c'est tout l'enjeu. Et là, on y va par l'art contemporain comme moyen d'éveiller les esprits, l'esprit critique, créer ce dialogue, créer de l'émotion autour de sujets de société, de manière à pouvoir se dessiner ce chemin commun. Et ça donne des expositions. Et ça nous ramène à cette exposition avec un nouveau mandat qui a été lancé il y a quelques mois pour 5 ans. L'ambition affichée, éclairons les avenirs. En lisant ça, je me suis dit, c'est vaste quand même, éclairons les avenirs. Oui, alors derrière l'idée d'éclairer les avenirs, il y a cette idée justement d'éclairer les avenirs de chacun individuellement, que chacun puisse trouver cette place. Et donc, être capable, justement, par l'éducation, par la formation, dont on sait que ce sont des pierres absolument fondamentales de ce qu'on a à construire, eh bien, de trouver sa place. Mais ce n'est pas le rôle de l'État. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi c'est à une fondation d'entreprise de faire ça, quoi ? De tout temps, la philanthropie est venue pallier parfois les manques, aussi apporter des innovations. Nous, notre rôle, il est d'accompagner des associations qui testent des nouvelles choses pour ensuite les faire grandir, les explorer d'abord, démultiplier ensuite, et puis peut-être inspirer, y compris parfois l'éducation nationale dans certaines pratiques innovantes. Alors donc cette exposition âme verte, ça se passe à Marseille, à la friche La Belle de Mai. Le choix du lieu ne doit pas être totalement anodin. Pourquoi Marseille ? Pourquoi ce lieu ? Puis ensuite on va visiter l'expo grâce à vous. Oui, alors d'abord on expose dans différentes villes. Alors il se trouve que Marseille, il y a ce lieu formidable qui est la friche La Belle de Mai, qui est un tiers-lieu d'innovation, de création, d'innovation sociale, très connecté à l'écosystème des associations, dans un quartier très particulier, très vibrant, très vivant. Et donc ça a été une rencontre entre l'entreprise EDF et puis la friche La Belle de Mai. Et on s'est dit, c'est un bon lieu pour venir exposer une expo qui avait été créée d'abord en 2020 et qui avait, du fait du Covid, pu ouvrir seulement 1 mois. On a décidé de la reprendre à zéro. C'était trop frustrant. On a décidé de la reprendre à zéro avec le commissaire Paul Ardenne. On a gardé certaines des œuvres, ajouté beaucoup d'artistes. Et c'est une nouvelle exposition parce qu'entre 2020 et 2024, le rapport à l'environnement a beaucoup changé. Et alors on y voit quoi dans cette exposition ? Alors on y découvre une petite trentaine d'artistes, 27 exactement, qui font des installations, de la vidéo, de l'architecture aussi, qui interrogent notre rapport à l'environnement. L'humain et la nature, l'humain et l'environnement. L'humain et la nature, la société et la nature, et comment est-ce que on est en train de passer d'un monde où il s'agissait, comme dit Descartes, de se rendre maître et possesseur de la nature, et dont on voit toutes les limites aujourd'hui, à un rapport où on est plus dans une
collaboration intelligente avec la nature. Alors ce sont des artistes qui vont, pour certains, alerter, d'autres qui vont au contraire essayer de montrer qu'il y a des solutions. Oui, c'est une vision assez positive aussi, quoi. On n'est pas dans la culpabilisation. Non, surtout pas. Ouais. Surtout pas. Il s'agit aussi de regarder la réalité en face. Bien sûr. Il y a des choses qui ne vont pas. Bien sûr. Et on a des artistes qui le disent, qui le crient. Et puis il y en a d'autres qui veulent montrer qu'on peut coopérer avec la nature et qu'on peut s'inspirer de la nature via l'art. Pourquoi l'art, c'est un levier efficace, d'après vous? Parce que je pense qu'au-delà des mots, des idées dont on sait qu'elles passent, on les entend, on les discute, on les débat, elles passent, l'art peut émouvoir, peut déplacer, peut choquer, peut faire sourire, peut créer une émotion. Et dans cette émotion, il y a la possibilité d'avancer un peu, de déplacer son point de vue. Voilà. Je pense que les deux sont complètement complémentaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les expos qu'on fait à la Fondation EDF ont toujours un double commissariat. Un commissariat artistique et un commissariat scientifique. Et ce commissaire scientifique, c'est qui est souvent un professeur d'université, mathématicien. Mais alors, qu'est-ce qu'il apporte dans une expo comme celle-là? Il apporte une compréhension très fine de la problématique, du sujet, vraiment. Et le commissaire artistique apporte sa connaissance de l'art. Mais ensemble, ils doivent créer cette expo, choisir ensemble les œuvres qui assument un propos qu'ils ont créé ensemble. Les œuvres, elles sont créées pour l'exposition. Vous avez choisi les artistes en leur donnant carte blanche, en disant voilà le thème, allez-y. Ou alors elles existaient déjà? Non, elles existent déjà, souvent. Parfois, il y a des œuvres qui sont produites spécialement pour l'expo. C'est un mixte. Là, en l'occurrence, beaucoup d'œuvres existaient. Et puis, surtout, on a voulu mettre en visibilité des artistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi. Donc, parce qu'il y a c'est assez vibrant, cette région, de ce point de vue. Et donc, on a voulu les mettre aussi en avant. Il y a une dimension de mécénat territorial aussi, c'est ce que je comprends? Ça, c'est très important. On est une fondation d'entreprise qui est très engagée sur le plan social. On ne fait pas de la culture juste pour faire de la culture et s'adresser à un public qui vient spontanément dans les expositions. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le public qui ne vient pas. Et il se trouve que comme on investit tous les ans dans 300 projets d'associations, ça nous permet d'avoir ce lien de confiance avec les associations. Et je dirais une part majeure et sur laquelle on investit beaucoup du public qui vient voir les expos, ce sont ces associations. Ce sont les bénéficiaires des associations qui viennent pour la première fois parfois au musée. Alors, c'est quoi les retours? Alors là, elle vient d'ouvrir l'exposition, les premiers retours d'expérience, justement, je sais pas, j'imagine des jeunes, des moins jeunes qui rentrent pour la première fois en se disant tiens, allez, je vais être confronté à de l'art. Oui, c'est l'étonnement, c'est souvent l'étonnement, c'est souvent l'étonnement aussi d'un sujet difficile. L'anthropocène, du coup, ça fait. Voilà, ça c'est un mot qui fait peur. Ça fait peur, hein, et qui est traité de manière sympathique, parfois légère même, qui permet de sourire, et puis qui à d'autres moments nous alerte. Voilà. Donc cette idée que c'est pas perdu, quoi. On peut bouger, on peut avancer. Est-ce que les visiteurs d'une exposition comme celle-là deviennent des prescripteurs? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, on a beaucoup. Alors là, ça, on le suit. On a beaucoup de recommandations, beaucoup d'enseignants aussi qui emmènent leurs élèves découvrir l'expo et qui souvent on voit arriver une classe, puis une deuxième classe, puis une troisième classe, puis à la fin c'est tout le collège qui est venu. Ça, c'est évidemment le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux, évidemment. Je voudrais qu'on prenne un peu de temps. Il nous reste un peu moins de 2 minutes pour parler d'autres actions menées par la Fondation EDF. Il y en a une, par exemple, l'école du monde à Madagascar. C'est quoi? De quoi il s'agit? Alors ça, c'est une très belle illustration de la complémentarité entre l'axe culturel et l'axe associatif, puisque maintenant, ça fait 10 ans qu'on soutient un projet d'école à Madagascar, dans un territoire qui est vraiment pauvre, très mal équipé, et dans lequel on a soutenu la création d'une école maternelle, puis aujourd'hui d'un collège et demain d'un lycée. Évidemment, tout ça avec du mécénat de compétences de l'entreprise EDF, puisque ce sont des salariés qui vont aussi participer à l'installation des panneaux photovoltaïques pour alimenter l'électricité de l'école, pour alimenter l'école en électricité. Et il se trouve que lorsqu'on a fait cette exposition âme verte, on s'est rendu compte que ce projet était aussi un projet architectural qui voulait, de la manière même dont il était conçu, répondre à la question de l'anthropocène, en utilisant des matériaux ultra recyclés, voilà, quelque chose à la fois sur le plan architectural, artistique, parce que c'est beau, et socialement très utile
montrer qu'il y a une espèce de cohérence entre tout ça. Merci beaucoup Alexandre Perra. Donc exposition âme verte à voir à Marseille, à la Friche Label de Mai. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 1er juin. Et puis à Paris s'ouvre en mars une autre exposition sur le futur. C'est ce que l'horizon promet. Et là, ça nous emmène dans le futur, nos craintes, nos peurs et la manière dont on veut y répondre en s'accrochant aux prédictions de la science ou au contraire aux prévisions des voyants, etc. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, les crédits carbone, les crédits biodiversité. Le débat de Smart Impact, on parle des crédits carbone, crédit biodiversité avec Thibaut Voïta. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseiller à l'Institut Jacques Delors et directeur de Master Transition énergétique à l'EM Lyon. Ludovic Chateau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le cofondateur, le président de Reverse. Tiens, présentez-nous Reverse en quelques mots pour démarrer. Oui, avec plaisir, merci de me recevoir. Reverse, c'est une plateforme de certification de crédit carbone. Donc nous développons des méthodologies rigoureuses fondées sur la science et une plateforme facilitant la certification de crédit carbone de haute qualité. On se concentre essentiellement sur des projets technologiques d'élimination ou d'évitement de CO2. Et notre mission, c'est d'instaurer une nouvelle norme de transparence et de qualité sur ce marché pour renforcer la confiance des acteurs et accélérer la transition environnementale. Alors, fondé sur la science, on y reviendra. Crédit carbone, c'est quoi? Et là, votre mission, elle n'est pas si simple. Expliquez-nous en des mots que tout le monde, même moi qui suis pas pointu, peuvent comprendre. Effectivement, c'est pas évident d'expliquer ça en 2 minutes. Disons que les crédits carbone, c'est un mécanisme qui me permet de remplir mes obligations en matière de réduction d'émissions, même si en réalité je ne suis pas parvenu à les, je n'y suis pas parvenu. Donc je vais acheter des crédits carbone, par exemple. Ouais. Par exemple, je ne parviens pas à mes objectifs. Vous allez dépasser vos objectifs. Ouais. Vous allez donc générer des crédits que je vais vous acheter. Sur nos bilans à la fin. On va tous les deux avoir rempli nos objectifs, alors avec des petites variations. Si je vous rachète tous vos crédits, vous serez neutre et je serai neutre aussi. Ou alors on aura peut-être un petit plus. Et donc c'est quoi? Il y a un marché des crédits carbone? Il y a plusieurs marchés. D'accord. Il y a un marché volontaire qui va très très mal et qui fonctionne de manière assez peu efficiente parce qu'il y a plein de scandales qui ont éclaté. Donc un marché volontaire qui existe. Et puis à la dernière COP en Azerbaïdjan, on est enfin parvenu à un accord après des années et des années de négociations pour mettre en place des nouveaux marchés qui cette fois sont centralisés et régis par les Nations Unies et qui, on l'espère, devraient mieux fonctionner. Comment on calcule un crédit carbone et comment, peut-être le plus important, comment vous le certifiez? Oui, tout à fait. Alors, pour le calcul d'un crédit carbone, il faut qu'un crédit carbone soit certifié par un organisme indépendant et qui soit mesurable et vérifiable. C'est des qualités qui sont essentielles pour un crédit carbone de haute qualité. La manière dont on calcule un crédit carbone, c'est qu'effectivement, on a le développement de méthodologie. Une méthodologie, c'est un ensemble de critères qui vont expliquer effectivement ce qui permet de certifier un crédit carbone. Donc les projets qui émettent des crédits carbone, donc c'est des projets environnementaux qui permettent d'éviter ou d'éliminer du CO2, comme je disais avant. Mais comment on calcule le CO2, les émissions de gaz à effet de serre qu'on a émises ou qu'on a évitées? Oui, tout à fait. Par exemple, pas si facile, quoi. Dans le cadre de notre standard, ce qu'on fait, par exemple, c'est on utilise une méthode de calcul qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, effectivement, c'est une méthode de calcul qui permet de quantifier des émissions de CO2. Et ce qu'on va faire, c'est des analyses de cycle de vie comparatives, par exemple, sur des projets d'évitement de CO2. On va se référer en fait à un scénario de référence qui est effectivement le business as usual s'il n'y avait pas eu le projet qui a été développé pour éviter du CO2. En fait, on va calculer l'impact du projet. Donc, on va chercher à comprendre effectivement les émissions de CO2 qui ont été émises par le projet. En fait, on va faire la différence entre ces deux scénarios. Donc, il y a des crédits carbone, il y a aussi des crédits biodiversité. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué de calculer, de normer la biodiversité? C'est effectivement encore plus compliqué. On est vraiment à un stade expérimental sur les crédits biodiversité. Il y a pas mal de questions que ça pose, pas mal de critiques, mais c'est également poussé par des acteurs très influents, notamment le fonds Mirova en France. Et donc il y a des réglementations qui sont en train d'être développées là-dessus. Comme pour les crédits carbone, je dirais que, encore une fois, ça pose énormément de questions, il y a énormément de problèmes, mais c'est un outil qui doit permettre de mobiliser la finance climat qui nous manque cruellement. Alors,
Oui, j'allais y venir, parce qu'on pourrait reparler des scandales, on va en dire un mot, mais c'est potentiellement un levier de transformation majeur. Expliquez-nous pourquoi. Alors, on a des besoins qui sont évalués, qui étaient évalués. Je parle d'avant les déclarations et les actions de Trump, à jusqu'à 9 000 milliards de dollars en matière de finances climat par an. On en est très loin. Donc on a besoin que des nouveaux acteurs s'impliquent dans les marchés du carbone, en particulier le secteur privé, parce que les États, visiblement, ne le font pas. Je parlais de Trump, mais en France aussi, on est en recul. On a décidé de restrictions budgétaires oblige de réduire notre aide au développement. Donc on a besoin de mobiliser plus d'argent, on a besoin d'investir plus. Et ça, c'est un atout des marchés du carbone, c'est qu'il y a cette promesse. Un autre atout des marchés du carbone, c'est que les émissions, il y a énormément de problèmes pour vérifier les émissions et ce qui est l'objectif, les émissions réduites, mais on viendra certainement là-dessus. Mais il y a aussi des co-bénéfices importants. Il y a eu un gros scandale en matière de cuisson propre en Afrique, où des acteurs, notamment américains, avaient surévalué les émissions évitées par l'installation d'appareils de cuisson propre. Ce qui est extrêmement problématique, mais en même temps, pour énormément de foyers africains maintenant, ils ont leurs appareils de cuisson propres et la qualité de l'air est améliorée, ce qui fait une amélioration extrêmement importante dans la vie de ces personnes. Et puis enfin, il y a une énorme attente de la part des pays en développement qui se sont déjà engagés. Et il y a, et ça c'est assez inquiétant, il y a une volonté par certains acteurs de politiser les marchés du carbone en montrant qu'on est sur une ligne de faille nord-sud avec les pays du Nord qui demandent aux pays du Sud de décarboner, mais ne sont pas volontaires pour financer et sont même réticents à investir sur les marchés du carbone. Donc, dossier extrêmement explosif, complexe et sensible. Et à quel point les scandales, il n'y en a pas eu un seul, mais il y en a eu plusieurs sur ces crédits carbone. Alors évidemment, on va penser au plus célèbre en France, la fraude à la TVA sur les quotas carbone, mais vous parliez de confiance tout à l'heure. C'est peut-être le mot-clé dans un business comme le vôtre. À quel point ces scandales-là continuent d'imprimer la rétine et le cortex de vos clients ou de ceux qui vous parlent de crédit carbone. Oui, assez fortement, mais je pense que c'est important de reposer un peu de contexte par rapport à ça. Les enjeux financiers pour atteindre une société neutre en carbone, ils sont colossaux. Ouais. On parle de 3 500 milliards de dollars d'investissements supplémentaires par an dans des solutions environnementales si on veut atteindre une société neutre en carbone. C'est plus que le PIB de la France de manière annuelle, donc c'est gigantesque. Le crédit carbone, c'est une pièce essentielle et c'est une partie de la réponse à ce problème-là. Okay. C'est un mécanisme en fait qui est essentiel si on veut, si on veut financer des solutions environnementales. Oui, mais à condition qu'il marche, qu'il soit fiable, qu'il n'y ait pas un scandale tous les ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il ne décollera jamais. Quoi, je suis entièrement aligné, mais j'allais y arriver. Justement, le fait, c'est que le mécanisme en fait est vertueux par nature. Il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de scandales par le passé, notamment parce qu'il y avait des problèmes sur la qualité des crédits carbone et l'utilisation qui en a été faite. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a énormément de régulations qui se mettent en place au niveau français, au niveau européen, au niveau international, pour lutter contre cela et justement limiter les risques de greenwashing. Je pense que le monde dans lequel effectivement les gens achetaient des crédits carbone à 50 centimes, c'était le prix d'un crédit carbone, il y a encore des crédits carbone à 50 centimes, sans en fait vérifier leur qualité, on va en sortir peu à peu, dans quelques mois, dans quelques années, et on va aller effectivement vers un marché du carbone qui sera plus réglementé, avec plus de qualité, et c'est un truc qui est essentiel parce que dans les faits, c'est un mécanisme qui est essentiel pour financer la transition environnementale. Oui, mais alors à quel point, vous avez commencé à l'évoquer, mais à quel point on a tiré les leçons des scandales précédents, les décisions prises à la COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Vous nous dites, ce sont les États qui vont les réguler d'une façon beaucoup plus précise, c'est l'ONU, les Nations Unies. Alors vous avez différents mécanismes. Vous avez, c'est les mécanismes dits de l'article 6, parce que c'est l'article 6 de l'accord de Paris. D'accord. Donc vous avez un mécanisme qui permet à un État d'acheter des crédits carbone à un autre État. La Suisse est une pionnière, parce que la Suisse ne parvient pas à remplir ses objectifs carbone. Donc elle va racheter des autorisations d'émissions au Sénégal, au Ghana, au Pérou, etc. Elle a été suivie depuis par le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Norvège, les Émirats arabes unis. L'Europe, c'est probable qu'elle suive également. Vous avez, donc il y a ces types de marchés. Donc entre États. Entre États. D'accord. Et il y a un type de marché qu'on appelle article 6.4, l'article 6 alinéa 4 suivant, dans lequel tout acteur
peut échanger des crédits et ces crédits sont vérifiés par les... Enfin, certifiés, oui. Enfin, ils sont contrôlés par les Nations Unies. Mais ça, c'est un mécanisme qui est encore en voie de définition. Il y avait une réunion il y a quelques semaines au Bhoutan. C'est un peu original. Pourquoi le Bhoutan ? Mais pourquoi pas ? Et donc, le processus est encore mis en place. En parallèle, sur les marchés volontaires, vous avez énormément de méthodologies, de vérifications qui ont été mises en place. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui, je trouve, manque dans tous ces processus, c'est qu'il faudrait réussir à faire en sorte que ces processus, ces mécanismes de marché du carbone soient totalement intégrés dans les politiques nationales de l'État, comme on a pu le faire dans les quotas d'émissions pour l'Union européenne, par exemple. C'est-à-dire que le marché du carbone ne vient pas comme sauveur et comme outil unique, mais vient soutenir des politiques déjà en place et vient les accélérer. C'est ce qui, à mon avis, est essentiel. Ludovic Chatou, est-ce qu'on peut prendre des exemples d'activités qui permettent d'émettre, de valoriser des crédits carbone aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Les types de projets qui vont émettre des crédits carbone, il y en a un grand nombre. Il y a des projets de reforestation, d'agriculture régénératrice, mais également des technologies qui permettent d'éliminer ou d'éviter du CO2. Par exemple, des procédés de reconditionnement de matériel électronique. On a une technologie aussi qui s'appelle du biochar, par exemple. Donc du biochar, c'est le fait de faire chauffer à haute température sans oxygène de la biomasse. Et on va obtenir un matériau qui s'appelle du biochar, qui ressemble un peu à du charbon, et qui en fait stocke le carbone qui était dans la biomasse qui a été chauffée. Et en fait, ce biochar a des vertus très fortes sur les sols, par exemple. On peut l'utiliser en agriculture. Ça a des vertus aussi sur l'eau, et ça va stocker du carbone. Il y a des recherches récentes qui ont montré que ça pouvait stocker le carbone pour plusieurs millénaires, en fait. Donc ces technologies-là sont des choses qu'il faut absolument qu'on passe à l'échelle, qui ont un énorme potentiel d'élimination de CO2. Il va falloir qu'on élimine entre 6 et 10 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2050, c'est plus que la production annuelle de pétrole à l'heure actuelle. Les enjeux sont colossaux. Et donc il y a un grand nombre de technologies qui se développent et c'est important de les financer via le crédit carbone parce que c'est souvent le moyen de rémunération le plus efficace pour le business model de ces projets. Et notamment, on va terminer là-dessus, pour le secteur agricole, il y a quand même des questions majeures de rémunération des agriculteurs aujourd'hui en France, pas seulement en France, mais ça peut être un levier de transformation environnementale du secteur ? Oui, tout à fait. Il y a des projets effectivement d'agriculture régénératrice, par exemple, qui vont émettre des crédits carbone pour permettre de rémunérer effectivement les porteurs de projets, donc les agriculteurs qui vont s'engager dans ces pratiques-là. Il y a le label bas carbone notamment qui est développé par le gouvernement français, qui certifie des projets d'agriculture. Et c'est un levier essentiel, effectivement, de la transition agricole, de la transition environnementale du monde agricole, qui est effectivement un gros enjeu, notamment en France, compte tenu des émissions de CO2 qui viennent de ce secteur-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux innovations, consacrée aux startups avec Sarah Auréal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de La Rêverie, fondée l'an dernier, 2024, avec votre sœur Cyrine. Et avec quelle idée, c'était quoi le point de départ, le déclic ? Alors en fait, je travaillais dans des grands groupes de l'industrie cosmétique et autour de moi, j'avais énormément de proches qui attendaient leur premier enfant et qui se posaient énormément de questions sur qu'est-ce qui était proposé dans l'industrie, donc c'est-à-dire en pharmacie. Ils se posaient beaucoup de questions et donc du coup, je me suis intéressée d'un peu plus près aux formules cosmétiques et avec ma sœur, on a toujours voulu entreprendre et on a voulu créer un produit cosmétique parfait pour aider les mamans et les bébés à prendre soin d'eux. Et donc, ça veut dire que vous avez créé quoi ? Une huile de massage ? C'est quel produit ? Alors oui, en fait, notre premier produit pour lequel on a fait du développement, c'est une huile de massage pour bébés et femmes enceintes, dans lequel on a voulu vraiment valoriser l'agriculture française. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit contient plus de 98% d'ingrédients qui sont cultivés en France par des agriculteurs certifiés bio. Et en fait, on a voulu encore aller plus loin en incorporant dans notre formule des ingrédients, un actif qui est les algues brumes de Wakame, qui sont cultivées sur les côtes bretonnes et qui sont issues de l'agriculture régénératrice de l'environnement. C'est-à-dire que quand on les cultive, elles favorisent la biodiversité marine par différents mécanismes. Et on a choisi cet actif
surtout parce qu'il apporte du bien-être à la peau des bébés et des femmes enceintes, puisqu'il permet d'apporter de la souplesse, de l'hydratation et du confort à la peau. Alors justement, comment donc il y a le point de départ, on veut créer un produit cosmétique, on veut que ce soit des produits bio, on veut que ce soit français. Bon, les filières, elles existent, les produits existent. Est-ce que ça a été si simple entre l'idée et la réalisation? Alors non, ça n'a pas été si simple parce qu'on voulait vraiment avoir une charte et un cahier des charges vraiment très strict. Et donc vraiment trouver ces ingrédients, ça n'a pas été si facile que ça. On s'est fait accompagner par un partenaire dans le sud de la France qui nous a aidés à rencontrer les différents acteurs de la filière et nous permettre de sourcer différents ingrédients, tels que par exemple aussi l'huile de prune, qui aussi vient de France, et l'huile de tournesol. Et aussi, on est très fiers aussi du calendula d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et donc tout ça était déjà produit en France. C'est un seul produit, il y a une gamme de produits ou des projets de gamme de produits? Alors pour l'instant, on n'a qu'un seul produit, puisque du coup, on l'a développé sur nos fonds propres. Mais l'idée, c'est vraiment de développer une gamme et un rituel de soins pour le bébé et la femme enceinte, avec toujours cette idée de transparence et des meilleurs ingrédients possibles et imaginables. Ça veut dire une liste de produits qui est pas interminable, c'est ça, quand on regarde l'emballage? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir que l'essentiel pour le bien-être et l'apport pour le bien-être pour la peau. C'est quoi le mode de distribution? On les trouve où, vos produits? Alors pour l'instant, on est uniquement distribué en ligne et on a envie aussi du coup de faire connaître nos produits au plus grand nombre en étant distribués localement chez différents distributeurs. C'est en cours de développement. C'est quoi vos perspectives de développement? C'est une toute jeune entreprise. Si vous, allez, on se projette, vous vous voyez à 5 ans, vous dites quoi? Bonne question. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est vraiment... Le rêve de la rêverie. D'être dans toutes les salles de bain, toutes les maisons, et vraiment d'apporter du bien-être et du confort aux familles françaises, et pourquoi pas à l'international aussi. Oui, effectivement. Voyons loin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre huile de massage, par rapport à celle que vous ne trouviez pas, en quelque sorte, ou que vous trouviez auparavant sur le marché? Alors, tout d'abord, l'huile. Alors, tout d'abord, c'est la seule huile qui contient autant d'ingrédients qui est cultivée en France, qui sont cultivés en France, puisqu'elle contient 98%. Oui, mais ça, vous nous l'avez dit, mais en quoi ça va me faire du bien? Ah oui, alors en fait, on a choisi que des ingrédients qui apportent du bien-être à la peau. Donc l'huile de calendula, ça permet d'apaiser la peau des bébés et les rougeurs. L'huile de prune, ça permet de nourrir en profondeur. Et aussi, en fait, on a vraiment voulu commencer par un produit bien-être. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rituel de massage, ça permet de déclencher différentes hormones de bien-être, notamment l'oxytocine chez le bébé, donc qui est vraiment l'hormone d'attachement, et aussi d'aider au sommeil de l'enfant. Merci beaucoup, Sarah Auréal. Bon vent aux produits de la rêverie. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à Marie Billa, Alexis Mathieu à la programmation et à la production, Xavier Sanchez, le réalisateur, Thibaut Goury-Lafont, l'ingénieur du son. Belle journée, salut.